Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui reçoit tout le monde, qui dit tout sur tout et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Ambroise Mamba, journaliste, analyste à Congo Web Télévision. Ambroise Mamba, bonsoir. Bienvenue bonsoir, Nicole. dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Oui, ça va. Merci. Je salue également ce grand public de Tac au Tac. Oui. Alors, Ambroise Mamba, nous analysons le déroulement du processus électoral. Vous êtes journaliste. Dites-nous, comment trouvez-vous le déroulement du processus électoral? Oui, actuellement, il faut d'abord souligner que c'est un processus qui se prépare dans la méfiance totale. Il y a vraiment une grande méfiance pour ces élections qui arrivent d'ici le 23 décembre. Nous sommes à très peu de jours actuellement. Exactement 18 jours. Oui, 2 semaines. 2 semaines, Oui. 17 jours nous séparent du jour du vote. Et c'est un processus qui se prépare dans la méfiance. Il y a la méfiance, il n'y a pas vraiment de confiance, des part et d'autre. Vous prenez d'abord les acteurs nationaux. Vous prenez d'abord les acteurs nationaux. Vous prenez le pouvoir en place, vous prenez les opposants. Il y a la méfiance. Il y a les opposants, d'une part, qui se méfient de l'organisation des élections par la CENI, qui accuse la CENI d'être inféodée au pouvoir. Oui. Il y a de l'autre, les pouvoirs qui se méfient également de l'opposition, notamment, nous allons en parler, ceux de la coalition Lamouka. Oui, oui, Parce qu'on estime par exemple qu'ils auraient des agendas cachés contre les processus électoraux. Il y a maintenant de l'autre les partenaires étrangers qui sont également méfiants de l'organisation des élections. Vous l'avez certainement appris, qu'on aurait refusé la venue des observateurs étrangers de l'Union européenne. C'est encore quelque chose qui atteste qu'il y a vraiment la méfiance. Et le chef de l'État, lors de sa dernière interview accordée au soir, il a dit pourquoi on inviterait les observateurs étrangers, les Américains, les Européens par exemple. Il s'est posé cette question. Pourquoi on les inviterait? Pourquoi? Parce que selon lui, selon le pouvoir, selon l'organisation des élections, on estime par exemple que ce sont des observateurs qui viendraient déjà avec un rapport préétabli contre les processus électoraux. Alors ça ne servirait à rien de les inviter pour qu'ils puissent jeter en pâture toute l'organisation des élections. Voilà un peu ce climat dans lequel s'organisent ces élections. Ce qui nous fait redouter une période post-électorale un peu agitée. Pourquoi? Parce que dans la méfiance, celui qui va gagner les élections risque de ne pas être facilement accepté par ceux qui vont la perdre. Ah oui, c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est obligé... Bon, déjà, comme vous venez de le dire, là, le chef de l'État avait dit depuis que la RDC était un pays souverain, indépendant, donc on prendra à charge les élections, le processus, donc on n'est pas obligé. Oui, mais ça, c'est un côté aussi important pour la RDC. Oui. Bon, c'est pas mauvais que l'on prenne de l'argent qui vient d'ailleurs pour organiser les élections, mais lorsque le gouvernement se sent capable d'organiser sur fonds propres le gouvernement, il faut saluer ces gouvernements. Et je pense que ce n'est pas tellement facile. Vous avez parlé de la méfiance, manque de confiance, tout ça, d'une part ou d'autre. Oui, voilà, mais le problème, c'est la question de la souveraineté nationale. L'élection, c'est une question de souveraineté nationale de la RDC. Mais lorsque vous prenez l'argent qui vient de l'extérieur, par exemple, d'une part, c'est bon, parce que ça vous facilite la tâche, vous n'aurez pas à recourir au trésor public pour sortir des montants colossaux pour organiser vos élections. Vous allez vous contenter de l'argent qui vient d'ailleurs. Oui. Mais à ces moments-là, vous vous mettez dans une position où les autres vous contrôlent. Ils contrôlent de près ce que vous faites. Ils vous dictent et ils peuvent même vous donner des conditionnalités. Alors lorsque les gens vous donnent des conditionnalités, par exemple, ça peut même aller au-delà des questions de souveraineté. Oui, c'est ça. Si des gens, des étrangers, vous savez que dans les aspects liés à la diplomatie, on dit souvent que les États n'ont pas d'amis, n'ont pas d'état d'âme, mais ils n'ont que des intérêts. Lorsqu'un pays vous prête de l'argent, lorsqu'un pays vous prête de l'argent pour que vous puissiez organiser avec vos élections, ce pays s'attend à quelques intérêts dans votre pays. Oui. Et lorsqu'on vous demanderait par exemple quelque chose qui va au-delà de ce que vous souhaitez lâcher, vous voyez là où ça va vous poser problème. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit on ne prend pas l'argent qui vient d'ailleurs,
on organise soi-même les élections. Le plus important, c'est que nous sommes en période de campagne électorale. C'est que Nanga va bientôt nous donner ces élections organisées sur fonds propres. Mais c'est que nous souhaiterions que ce soit des élections apaisées. Eh ben, nous allons parler, bon, c'est déjà une période électorale, c'est la campagne, tout ça. Nous allons parler de l'opposition. En 2011, l'opposition a perdu la présidentielle pour avoir aligné plusieurs candidats. Et c'est ce qui se répète aujourd'hui. Comment trouvez-vous cette opposition qui reprend la même erreur? Ah oui, ça c'est la question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Lorsque l'opposition en 2011 a perdu l'élection, on a dit, j'ai dit bien on a dit, qu'elle a perdu l'élection parce qu'elle avait aligné plusieurs candidats. Elle est allée en ordre dispersé, tout ça. Mais lorsque j'analyse de près le résultat des élections de 2011, Joseph Kabila avait obtenu près de 49% des voix. 48, quelque chose, près de 49% de voix. Mais lorsque je fais la sommation du pourcentage d'Etienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, troisième, Léon Kengo Adondo, ils ne sont pas arrivés à 49%. Ils sont à moins de 49%. Ce qui fait que la théorie selon laquelle le fait pour l'opposition d'être partie, d'avoir été divisée, était la raison de l'échec, chez moi ça ne tient pas la route, parce que si on fait la sommation de tous les pourcentages de ces trois-là, parce que les autres avaient obtenu 0, 0, 0, 0, 0 au moins, Kamerhe, Tshisekedi 33%, Kamerhe 7%. Mais il y a eu contestation, non? Kamerhe 7%, Kengo 3%. Quand vous faites la sommation, vous avez 43%. Alors que Joseph Kabila avait 49%. Et donc, je pense que c'est faux de dire que lorsque les gens sont divisés, ils perdent facilement. Mais lorsque les Congolais votent une personne, là, on peut peut-être retomber dans les questions de transparence des élections, comment on compile les résultats, comment on arrive à publier, ainsi de suite. Ça, c'est d'autres questions qui peuvent intéresser. Mais actuellement, ce qui s'est passé quoi? Actuellement, l'opposition n'arrive pas à parler le même langage. L'opposition a été secouée par ce besoin d'alternance. Ce besoin d'alternance qui vient quelque part d'une frange de la population très importante. Ce besoin d'alternance parce que les gens diraient qu'ils ont besoin du changement. Le changement, effectivement, parce que lorsque le chef de l'État actuel a géré le pouvoir, on constate par exemple qu'il y a des choses qui ont été faites, mais il faut encore de plus en plus les améliorer et on souhaite qu'il y ait un changement. Et ce besoin-là d'alternance pousse ses opposants à s'unir autour d'une candidature commune, mais malheureusement, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ils ne sont pas arrivés à s'unir? Parce qu'il y a des problèmes d'ambition. D'intérêt personnel. D'intérêt personnel. À l'opposition, on ne parle pas Congo. À l'opposition, on parle individu. C'est ça la différence. Et c'est là que la population devrait comprendre bien les signes du temps au sein. Donc quand ils vont en négociation, ils parlent plus d'eux-mêmes. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer en détail pour expliquer comment à l'opposition on parle individu au lieu de parler RDC. RDC, oui. S'il faut parler RDC, il faut parler en termes d'alternance. S'il faut donner le changement à la RDC, il faut qu'il y ait alternance. Si vous voulez battre Joseph Kabila, vous devez vous unir autour d'une candidature commune. Comme ça, vous maximisez vos chances de réussite et vous battez le candidat de Joseph Kabila, les dauphins. Et pourtant, ils étaient d'accord. Voilà. Et pourtant, ils étaient d'accord. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés là? Parce qu'il y a eu deux candidats qui ne se sont plus retrouvés en lice. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Moïse Katumbi n'a pas réussi à déposer sa candidature. Jean-Pierre Bemba a vu sa candidature être invalidée pour subornation des témoins. Alors le 2, dès lors qu'ils ont été invalidés, on ne parle même pas d'Adolphe Moussito parce qu'il demeure candidat à la députation nationale, mais le 2 là surtout, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, n'ont aucun intérêt, vous pouvez vous en douter, ils n'ont aucun intérêt à l'actuelle élection, à la présidentielle du 23 décembre. Ils n'ont aucun intérêt, pourquoi? Parce que Moïse Katumbi, qui s'est exilé, à cause du problème qu'il a avec la justice, le pouvoir, ne souhaiterait pas voir Chadar y gagner l'élection. Parce que si Chadar y gagnait l'élection, il demeurerait dans la situation
qui est la sienne actuellement. Il demeurerait en exil. Même chose pour Jean-Pierre Bemba, condamné pour subornation des témoins. Il a vu sa candidature être invalidée. Pour cela, il est non éligible toute sa vie. Alors pour ceux deux-là, l'élection du 23 décembre ne sert à rien. Parce que ça les maintiendrait dans leur situation où ils sont actuellement. Et Jean-Pierre Bemba va demeurer inéligible toute sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut autre chose. C'est ça l'intérêt de l'individu. Voilà, à ce niveau. Quand ils se retrouvent maintenant dans l'heure pour parler à Genève, ils voient déjà que Félix Tshisekedi avait déjà une ligne bien tracée pour aller aux élections avec ou sans la machine à voter. D'ailleurs, Adolphe Muzito, pour ouvrir la parenthèse, l'a bien expliqué sur Top Congo. Il a dit qu'il avait supplié Félix. Et Félix était constant. Et ils ont compris que Félix ne portait pas leur projet. C'était quoi le projet? Le projet de faire la guerre à la machine à voter. Faire la guerre à la machine à voter, c'est faire la guerre aux élections. Faire la guerre au processus électoral. Alors Félix Tshisekedi voulait aller aux élections. Ils se sont dit, mais ces messieurs, s'il va aux élections, soit il peut la perdre, ou il pourrait la gagner. Mais puisqu'il s'agit de la machine à voter, étant donné qu'il y a trop de suspicions par rapport à la machine à voter, c'est une machine à tricher selon eux, et Shadari pourrait gagner l'élection, Félix Tshisekedi va la perdre, et eux demeureraient dans leur situation. Voilà pourquoi il fallait trouver un autre candidat, le moindre, celui qui porterait leur projet pour combattre la machine à voter, combattre l'élection, et ça leur permettrait d'installer ce qu'eux appellent la transition sans Kabila. Avec la transition sans Kabila, ils ont la possibilité de revenir. Moïse Katumbi revenir au pays, Jean-Pierre Bemba revenir au pays, changer la loi électorale. Ça, c'est l'intérêt personnel. Pour la RDC, alors. Alors, pour la RDC, ce qu'il fallait, c'est quoi? Vous savez, il y a un problème dans notre pays. Depuis très longtemps, on a accusé les dirigeants, les politiciens de pouvoir trop s'accrocher. Il y a d'ailleurs une question, on se demande si vraiment l'opposition négocie sur le programme, sur les idées, on ne sait pas. Parce que leur programme, c'est Kabila. Kabila doit partir et aujourd'hui, c'est la machine à voter qui pose problème. C'est ça le problème d'intérêt. Voilà pourquoi vous voyez un peu ce dynamisme-là. On dit souvent que la politique est dynamique, mais on voit tellement ce dynamisme. Et ce sont nos politiciens qui sont plutôt dynamiques. Très facile, oui. Ce sont nos politiciens qui sont dynamiques. Et non la politique. Mais ils prennent pour prétexte la politique. Ils disent que la politique est dynamique. Pourtant, c'est eux qui sont dynamiques. Regardez comment ils font les mouvements. Facilement ils changent. Vous avez vu comment Trifon Kinkelumba est allé à l'UDPS le lundi, il a dit haut et fort, oubliez le passé. Qu'on oublie Kabila Désir. Qu'on oublie qu'il a déjà dit. Oubliez ça. On doit oublier. Et puis il dit, maintenant je vais mouiller le maillot pour Fachi. Regardez telle versatilité, ça signifie tout simplement qu'ils sont dynamiques, plus que même la politique elle-même. C'est ça. Alors où est l'intérêt du Congo? Pourtant, si on accuse les dirigeants à vouloir trop s'accrocher au pouvoir, on était en train de se battre pour qu'il y ait élection en 2016, lors de la fin constitutionnelle du mandat du chef de l'État actuel. Et il y a eu ces pourparlers de l'Union africaine, du centre interdiocésain. Et enfin, on a eu ce dauphin de Joseph Kabila. Quelle victoire pour la RDC, pas pour un individu. Quelle victoire pour la RDC, pour la démocratie. Parce que Kabila ne va plus se représenter. Voilà. Il a son Alors, si Kabila ne se représente pas, le pays a gagné. Le pays est sur les rails de l'alternance chaque 10 ans après. Ça signifie que c'est lui qui arrive. Le FCC a compris ce que vous voulez dire. Oui. Même Shadari, si c'est à lui que reviendrait la victoire, il comprendra que 10 ans après, je dois remettre le pouvoir au souverain primaire pour qu'il les donne à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça si je comprends bien, que l'opposition n'arrive pas à lire. Pour capitaliser cela et permettre au pays d'aller de l'avant. Et se battre pour la suite. Donc le FCC voit plus loin que le FCC, c'est une grande machine. C'est une grande machine par rapport à l'opposition qui se divise. Le FCC, c'est une grande machine. Le FCC se bat pour conserver le pouvoir. C'est vrai, il y a aussi des choses qui ne sont pas très bonnes par rapport à certains comportements de certains politiciens du FCC. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour la démocratie. Ce sont des choses qu'on déplore. Mais le FCC, en tant que grande machine, parce que le FCC a des moyens, ils ont le pouvoir, ils ont les moyens, ainsi de suite, c'est facile de conserver le pouvoir qu'on a gagné. Mais que fait l'opposition?
pour renverser la tendance. C'est à ce niveau que je dis, lorsque vous prenez un poids mouche, un poids mouche, mais les deux, ils sont tous les candidats, bon, pour dire FCC à Chadari, qu'on a beaucoup critiqué, que c'était l'Indakala, que c'était pas le dauphin et tout ça, et c'était vraiment inattendu. Et à l'opposition, avec l'accord de Genève, la Mouka Martin Fayoulou, on est en train de critiquer aussi, c'est un candidat inattendu. Les gens attendaient Félix Tshisekedi. C'était lui le groupe Poisson, et puis avec le parti UDPS, le parti de masse, tout ça. Ben voilà. Vous comprendrez, Nicole, que la question qu'on soulève est une question de popularité. Oui. Nous sommes en démocratie électorale. La démocratie électorale est une question de popularité. Lorsque on a choisi Chadari comme dauphin, on s'est posé la question, où est sa popularité? C'est à ce niveau qu'on a dit, mais on a choisi l'Indakala. Oui. À l'opinion, on estime qu'on a choisi l'Indakala. On regarde à la popularité d'une personne. Est-ce que cette personne est soutenue par une base? Y a-t-il une base réelle qui soutient une personne? Voilà le problème qui s'est posé avec Chadari. On aurait voulu qu'il soit quelqu'un d'autre au FCC qui soit plus populaire que lui. Mais bon, ça s'est passé on a comme l'impression que ça va quand même avec lui. Hein, ça s'est passé comme ça s'est passé. Bon, vous avez vu comment ça s'est passé avec ces meetings à travers le pays. Ils ont quand même réussi à mobiliser. Si vous dites que quelqu'un n'est pas populaire, alors il faut alors démontrer le contraire. Sur terrain, bon, ils ont réussi à mobiliser. On les accuse d'avoir dépensé trop de l'argent. Ils distribueraient de l'argent pour que les gens viennent dans leur meeting. On va parler peut-être de cet aspect après. Mais c'est important de savoir que, en tant que dauphin de Joseph Kabila a fait ce qu'il a fait. Il a aussi une partie des gens qui le soutiennent. Donc Joseph Kabila a réussi, Chadari, et là où l'opposition a échoué. Bénéficie du soutien de Joseph Kabila. Là où l'opposition a échoué. Et malheureusement, il n'y a pas de candidat commun. L'opposition a fait aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Au niveau de la population, les gens ont tellement déploré le comportement de l'opposition. Bon, on va revenir, oui. Bon, on a parlé de l'accord de Genève, on revient. Comment analysez-vous l'accord de Genève qui a conduit à la division de l'opposition rapidement? Cet accord-là, rapidement. Cet accord qui a fait que Martin Fayoulou soit le candidat commun, c'est un accord gagnant-gagnant. Je l'appelle accord gagnant-gagnant. Martin Fayoulou gagne, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi gagnent. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi gagnent le fait que Martin Fayoulou vient combattre les élections pour instaurer la transition sans Kabila, qui leur permettrait de revenir au pays, aux affaires. Mais qu'est-ce que Martin Fayoulou gagne? Ça le propulse. Il est populaire. Il devient populaire, tout simplement. Il est cité il n'était pas connu, il est cité par tout le dans le monde. Il est cité au pays et sa photo circule. Voilà ce qu'il lui aussi gagne. C'est un contrat gagnant-gagnant, pas pour la RDC. Alors, sinon, si c'était pour la RDC, on permettrait que l'alternance ait lieu à travers quelqu'un. J'ai aimé les confrères journalistes qui ont posé des questions très importantes au candidat président. On leur demanderait par exemple, pourquoi ne pas vous allier derrière quelqu'un qui a déjà l'ancrage sur terrain avec une assise très importante de la population, mais vous l'avez fait autour de quelqu'un qui n'a pas de popularité. Je pense que c'était très difficile pour ces gens-là de répondre. Bon, l'accord de Genève toujours, Félix Tshisekedi aurait été victime d'un coup monté par les invalidés. Oui, ben, nous les avons entendus. Hein, lorsque Vital Kamerhe s'explique, par exemple, il dit qu'il y aurait un coup monté contre Félix Tshisekedi, tout simplement parce que le pauvre avait accepté d'aller aux élections avec 100 machines à voter, parce que là, les intérêts de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba étaient en difficulté. Mais avant de signer l'accord, il n'avait pas lu. Il faut quand même lire l'accord et puis après dire que non, moi je ne suis pas d'accord sur tel point. C'est à ce niveau. C'est qui n'a pas été fait. C'est à ce niveau. Il a signé, il a retiré sa signature comme ça. C'est à ce niveau que Félix Tshisekedi devrait quand même présenter ses excuses à sa base. Normalement. Il devait présenter ses excuses à sa base. Parce que dans l'accord, il était dit noir sur blanc qu'on n'irait pas aux élections avec la machine à voter. Pourtant, son parti avait déjà choisi d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Mais lui, il a quand même avant de poser sa signature, il n'avait pas consulté sa base. Il fallait quand même consulter sa base pour rendre compte. Il y a quelque chose, Nicole, qui s'est dit. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Félix Tshisekedi est parti à Genève. Quand vous analysez son comportement, vous allez vous rendre compte qu'il est parti à Genève avec toutes les assurances du monde qu'il serait choisi candidat commun de l'opposition. Avec toutes les assurances du monde. Et lorsqu'il arrive,
à Genève, il trouve autre chose. Ce sont des accords impersonnels. Il n'y a pas de nom de personne. Il a signé d'abord l'acte d'engagement, il a signé l'accord, et maintenant, quand commencent les tractations pour la désignation du candidat commun, il a été le premier à tweeter un samedi qu'il était désigné candidat commun. Parce qu'on lui a joué ce jeu. Tout le monde lui disait « je te soutiens ». Même Martin Fayulu disait à Félix Tshisekedi « je te soutiens ». Félix, je te soutiens. Alors, il était tellement content qu'il serait candidat commun qu'il avait dit, il a compensé. En fait, même ici à Kinshasa, tout le monde savait que ce serait Fachi. Il a compensé sa signature sur l'accord par rapport au fait qu'il serait désigné candidat commun, sans savoir ce qu'il attendait, sans savoir la surprise désagréable qui devait arriver par la suite. Et il a signé. Et le retrait de sa signature, il a dit dans les médias que c'est parce que la base a fait pression. Ouais. Moi, je dirais qu'il y a eu deux choses. Ouais, d'ailleurs, il y a une question. Bon, je vous pose, parce que vous voulez parler de la signature, de retrait de la signature. Fathi Caméré avait retiré leur signature suite au refus de leur base. Croyez-vous que ce soit la base qui les a fait reculer? Pas seulement comme la ça, base. Répondez directement. Je réponds directement à la base, à la question. À la question, oui. Pas seulement la base, mais eux-mêmes aussi. Qu'est-ce qui se passe en eux? Les deux là, populaires, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, pensaient que ça se jouerait entre l'un d'eux. Mais quand ça ne se joue pas entre l'un d'eux, ils ont été déçus eux-mêmes. Mais ils avaient déjà apposé leur signature sur l'accord. Ils avaient déjà apposé leur signature sur l'acte d'engagement. Ils avaient déjà posé leur signature. Ils devaient aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi lors de la conférence de presse, ils ont soutenu l'accord. Ils ont soutenu l'accord, mais lui, il a beaucoup quand même parlé, Fachi. Il devait se taire. Au lieu de dire que non, je vais convaincre la base, tout ça. Je pense que l'homme apprend de ses erreurs. Fayulu, c'est lui le candidat du changement, tout ça. Il a beaucoup parlé. L'homme apprend de ses erreurs, Nicole. Certainement, ils ont appris de leurs erreurs. Et ils vont peut-être s'agir par la suite. Mais ce qu'il faut dire qu'eux-mêmes étaient mécontents de la désignation de Martin Fayulu. Ils se sont maintenant servis de leur base comme prétexte pour retirer leur signature. Et la campagne électorale a commencé. Pensez-vous que Félix Tshisekedi et Kamerhe ont eu une chance de s'en sortir? Bon, ça devient très compliqué dès lors que, vous savez, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, ils quadrillent l'un... Mais la campagne est quand même un peu timide. Hein? Un peu timide parce qu'il y a aussi un problème d'argent pour les candidats. Oui. Mais par rapport aux candidats de la coalition Lamouka, Fathi a une longueur d'avance sur lui, parce que nous sommes en démocratie électorale. C'est une question de popularité. Il n'y a qu'à voir lorsqu'ils sont rentrés au pays, comment ils ont été accueillis à l'aéroport d'Ndjili. Ça a pris 2 heures pour qu'ils arrivent à la permanence de l'UDPS. Alors, s'il arrivait, par exemple, que les acteurs optent pour les choix de Félix Tshisekedi, Martin Fayulu va aussi revendiquer, et Chadar, il ne va pas non plus se laisser faire. Vous savez que ça se joue entre les trois. Ça se joue vraiment. Mais il y a beaucoup d'opposants qui se désistent en faveur de l'un ou de l'autre. Des Fachi surtout. De l'un ou de l'autre. Fachi, Naki Kinke Mulumba. Kinke Mulumba et la dame, comment elle s'appelle? La seule candidate là, présidentielle. Il n'y a pas encore c'est pas encore officiel pour la dame. C'est pas encore officiel pour dame. Mabaya est allé vers Fayulu, et ce qui fait que ça se désiste en faveur de l'un ou de l'autre. De l'autre, oui. Et on verra. Il faut maintenant voir la popularité de chacun. Peut-être que le jour J, il y aura un candidat commun. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. Ils vont tous désister. C'est pratiquement difficile. C'est difficile. Parce qu'eux-mêmes, la manière dont ils parlent, c'est pratiquement difficile. Ah, ok. Bon, nous allons passer tout de suite à notre première rubrique, la Libre Info. Non, il y a autre chose. Avant de parler de la Libre Info, oui. Je voudrais quand même dire quelque chose par rapport à la campagne électorale, le programme d'Emmanuel Shadari. Oui. Emmanuel Shadari a présenté son programme de 85 milliards de dollars américains, oui. Un budget quinquennal qui est presque les doubles. Donc c'est le même budget pour Félix Tshisekedi, oui. Mais Félix Tshisekedi, pour lui, c'est un budget qui s'étend sur 10 ans. Mais là où le problème se pose, c'est son discours. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il va lutter contre la corruption et l'impunité. Non, il y a une question par rapport à ça. Il ne faut pas aller vite en besogne. Nous avons encore quelques minutes. Alors, tout de suite, notre première rubrique, la Libre Info. Mais ce soir, il n'y aura pas une information.
je vous propose une très belle chanson d'Alèche Biloko Aboye, parce que nous sommes pendant la période électorale. Hein? Bino, toko voté, Biloko Aboye, toko voté Lisusu. Donc Alèche tout de suite et nous reviendrons juste après. De retour sur ce plateau, bien voilà, Ambroise, je crois que vous avez quand même apprécié la chanson d'Alèche, hein, Biloko Aboye, vous connaissez la chanson quand même, vous écoutez. Bino toko voté Lisusu, beaucoup voté Lisusu. Il y a des députés qui reviennent, quand même, ils étaient là plus de 5 ans, ils n'ont rien fait. Hein, et Zozonga Lisusu pour faire la campagne. Je rappelle que l'émission est bilingue, hein, donc on parle français lingala. Ben voilà, hein, Ambroise, un petit commentaire là-dessus. Je ne connais pas tellement la chanson, mais j'entends parler. J'entends parler, les gens parler de la chanson. C'est une chanson de révolte. De révolte qui réveille la conscience. Une chanson de révolte. Oui. Révolte par rapport à la situation sociale du pays. Oui. Il faut savoir que la situation sociale aujourd'hui est chaotique. On le reconnaît même au niveau du pouvoir en place. Oui. On sait qu'on a fait des choses. La RDC devient comme on le dit en lingala, le stade de martyr et les grands liboulous. Vous faites des efforts, ça se noie dans ce grand trou-là. Et il n'y a pas tellement de résultats escomptés sur terrain, ce qui fait que les gens arrivent à chanter comme ça, Toko voté Susuboye, comme peut-être pour prévenir les candidats, présidents, candidats députés, candidats aux différentes élections. Mais regardez, peut-être la chanson s'adresse beaucoup plus aux tenants de pouvoir. Parce que quand on parle, parce que ce sont eux qui ont géré le pays quand même. Ce n'est pas facile pour eux. Hein. Quand ils écoutent une chanson comme ça, c'est vrai, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents parce que c'est en quelque sorte une chanson sanction. Est-ce que le monsieur est en train de réveiller la population à les sanctionner à travers les urnes? C'est peut-être pour ça que Emmanuel Chadari fait un discours de campagne pour dire je vais lutter contre ceci, contre la corruption. On va revenir sur Emmanuel Chadari. Bon, revenons un peu sur la coalition Lamuka. Comment trouvez-vous leur discours contre la machine à voter, mais appelant les Congolais à élire Fayulu? Parce que leurs députés ont déjà commencé la campagne. C'est pratiquement un discours qui cache un agenda caché, à mon avis. Un agenda caché, pourquoi? Parce que mais il y a même des bruits qui courent que non, le 23, il n'y aura pas élection, ils vont boycotter les élections. Oui, c'est la rumeur, ça c'est la rue qui fait son travail. Oui. La rue fait son travail, mais je voudrais dire que le discours de la coalition Lamuka, c'est un discours qui cache pratiquement un agenda caché. Vous ne pouvez pas vous choisir un candidat commun, vous l'appelez candidat commun pour aller aux élections, mais un candidat qui ne vient pas pour aller aux élections, un candidat qui vient pour combattre les élections, parce que vous le dites vous-même, vous le dites que nous allons envoyer nos gens dans les bureaux de vote. Ils ne veulent pas trouver la machine, la machine à voter, mais le bulletin. Les bulletins papier, tout en sachant que ce sont les bulletins de vote n'ont pas été imprimés, et ce sont ces machines à voter que vous allez trouver là-bas. C'est là que je dis, n'y a-t-il pas un agenda caché? Peut-être qu'il y en a, qu'ils souhaitent le cacher. Et vous avez vu, le FCC a tenu une conférence de presse le lundi pour dénoncer cet agenda caché. Ils estiment que c'est un appel pratiquement à la violence. À la violence, oui. C'est ce qui n'est pas bon. Mais c'est comme s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Tantôt, ils vont aller aux élections, tantôt... C'est pourquoi je parle des intérêts... On ne comprend plus rien. C'est pourquoi je parle des intérêts personnels. La RDC y gagnerait beaucoup plus s'il y a élection. Si Félix Tshisekedi... Nous, on a besoin des élections pour débloquer les choses. Félix Tshisekedi, si Félix Tshisekedi gagnait l'élection, par exemple, Kamer est gagné, bon, Kamer essaie d'exister. Si Chadar est gagné, mais ça ne sera plus Joseph Kabila. Le plus important, c'est que ça ne sera plus Joseph Kabila. Si c'est Mabaya qui gagnait l'élection, si c'est Seth Kikoumi qui gagnait l'élection, par exemple, mais ça ne sera plus Joseph Kabila. C'est ça l'avancée. Pourquoi ils ne veulent pas de cette machine à voter? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'en 2006 et en 2011, il n'y avait pas cette machine, mais l'opposition a quand même crié à tricherie, il y a eu des contestations, tout ça. Et aujourd'hui... En 2011, il y a eu des bulletins papier. Des bulletins papier. Avec Étienne Tshisekedi. Avec Étienne Tshisekedi. Le seul candidat qui a réussi à remplir le stade de martyr. Avec du monde, mais il n'a jamais été proclamé président de la République pour cela. Alors c'est pourquoi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous pensez que c'est avec le bulletin de vote que vous allez être proclamé président de la République, mais soyez quand même réfléchis. Puisqu'en 2011, vous êtes allé à une élection avec des bulletins papier, mais votre candidat n'a jamais gagné l'élection. C'est ça le problème. Ce discours de la coalition Lamuka cacherait, à mon avis, un agenda. C'est quand même compliqué. Et bon, nous allons revenir à Emmanuel Chadari, a promis 85 milliards de dollars de budget quinquennal.
Et c'est pour camoufler un peu pour Joseph Kabila. Oui, bon, il est vraiment en difficulté. C'est un programme élaboré en difficulté. Doit-il remettre les mêmes chiffres que son parrain ou doit-il remettre les mêmes chiffres que son parrain ou il doit en inventer d'autres? Il a dit même qu'il mettra fin à l'impunité, à la corruption. Il a beaucoup été critiqué là-dessus. Comment trouvez-vous ces critiques aussi? Je voudrais qu'il puisse y arriver. Je souhaite qu'il puisse y arriver. Certainement, il est dedans. C'est par rapport à son budget là qu'il va mettre fin. Il a vu ce qui se passe dedans. Voilà pourquoi il en parle dans son propre programme. C'est lui qui en parle. Certainement, il a remarqué quelque chose. Et on lui souhaite bon vent. Et qu'il puisse réussir à lutter contre la corruption. Parce qu'il y a tellement de l'argent qui se volatilise. Mais lui qui était, il était quand même ministre aussi, hein. Il était ministre, il a travaillé, il a été aussi député national. Mais pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre l'impunité? C'est maintenant qu'il va le faire. C'est des questions comme ça qui se posent au sein de l'opinion. Des questions comme ça sont posées au sein de l'opinion. Est-ce qu'il va arriver, lui qui n'aurait peut-être pas réussi à faire quelque chose pendant qu'il était ministre, va-t-il le faire pendant qu'il sera chef de l'État? Parce que leur bilan quand même est jugé largement négatif. Si c'est la continuité, on ne sait pas. Peut-être oui, peut-être oui. Est-ce qu'il va y arriver? À ce moment-là, il sera président de la République. Il y a tellement trop de pessimisme dans cette histoire-là. Il y a des pessimistes. Mais puisque lui, c'est le candidat de la continuité, il va continuer. Qu'est-ce qu'il va continuer? Est-ce qu'il va continuer là où Kabila a échoué? Il va réussir là où Kabila a échoué ou comment? On ne sait pas. Voilà un peu ce qui dérange au sein de l'opinion. La continuité dont il parle, c'est la continuité de l'échec sur le plan social. Parce que le social est vraiment chaotique. Ils l'ont reconnu eux-mêmes au niveau du FCC, au niveau du pouvoir. Est-ce que c'est la continuité de l'échec sur le plan social ou c'est la continuité de la révolution de la modernité tout en oubliant les sociales? C'est un peu ça. Mais puisqu'il a promis 85 milliards, avec ça on peut investir dans beaucoup de choses pour améliorer le social. Il faut maintenant le voir à l'œuvre. Il ne faudra pas que ça s'apparente à la démagogie. C'est ça. Et c'est ce qui n'est pas souhaitable. Oui, d'accord. Mais la députation, Ambroise Momba, rapidement, on nous signale qu'on n'a plus assez de minutes. La députation nationale a intéressé tout le monde. Cette fois-ci, plus de 15 000 candidats députés nationaux. Comment comprendre cela, Ambroise? C'est parce que c'est le seul boulot. Êtes-vous aussi candidat? Je ne sais pas si non, je ne suis pas candidat. Je suis journaliste. Moi, je ne suis pas candidat. Je suis journaliste. Je n'appartiens pas à un parti politique, malheureusement. Je n'appartiens pas à un parti politique, je me contente de mon stylo, écrire, prendre les faits, analyser les faits politiques. Mais le problème, c'est quoi? C'est le seul boulot pratiquement qui paye mieux au Congo, la politique. Devenir député, avoir la politique et les églises. Ainsi de suite. Bon, ils ne sont pas candidats à une élection pour les églises. Ils ne sont pas candidats à une élection pour devenir... il y a de ceux-là qui disent que non, c'est la politique, donc la députation à la députation nationale. La seule raison, c'est que c'est pratiquement le seul boulot qui paye mieux. Et ça, c'est un défi à relever pour le prochain président de la République. Mais il n'y a pas de critères. Qu'il soit Félix Tshisekedi, qu'il soit Chadari Emmanuel, qu'il soit Fayoulou, ce président de la République qui sera élu a ce défi. Il ne faut pas donner l'impression que c'est le seul boulot qui paye mieux. Pour que prochainement, vous aurez 20 000 candidats. Parce qu'il y a de ces candidats qui n'arrivent même pas à battre campagne, qui n'ont rien, qui n'ont pas de moyens. Vous savez que le problème du seuil, le problème du cautionnement élevé, a été voulu pour casser le nombre de candidats, pour qu'il n'y ait pas assez de candidats. Mais malheureusement, il y en a eu beaucoup. Les gens ils ont mouillé leur maillot, ils se sont battus, ils ont trouvé la caution pour payer et devenir candidats. Quitte à se battre maintenant. Mais il faut vraiment que les choses changent plutôt, parce que là, ça ne va pas pouvoir tout le monde dans la politique. L'entrepreneuriat est négligé et tout ça, et ben, les gens préfèrent la politique qu'autre chose. Donc, il y a quand même il y a un problème quelque part. J'ai parlé du défi pour les présidents de la République. C'est pas pour aller remplir leur poche. Hein? Là-bas, c'est pour parler. À la députation nationale, par contre, on ne gère pas. On légifère, on contrôle le gouvernement. Je pense que si vous voyez les affiches des députés nationaux qui se font appeler maman sociale, papa social, ça c'est du mensonge. Le député n'est pas élu pour distribuer de l'argent. Il est normalement élu pour légiférer, voter les lois, est-ce que ces députés-là d'ailleurs savent leur travail? Qu'est-ce qu'ils vont aller faire là-bas? Est-ce qu'ils connaissent au moins leur travail? Parce qu'ils disent, ils promettent, ils disent que non. Ah, il y en a qui connaissent. Il y en a qui connaissent. Mais ils prennent ces discours-là comme des discours de campagne vis-à-vis du niveau trop bas
de notre population. Mais il faut aussi expliquer à la population que ce n'est pas leur travail. Voilà, notre population, il faut lui expliquer. C'est pourquoi il faut une société civile forte. Malheureusement, la société civile est faible. La société civile n'arrive pas à bien expliquer la population ce qu'il y a. Parce que s'il y avait une société civile forte, elle demeurerait forte. Même si c'est l'opposition qui prenait le pouvoir, cette société civile demeurerait encore forte pour expliquer les enjeux importants de la société. Mais la population devrait savoir que pour la députation nationale, les députés sont élus pour légiférer, voter des lois, contrôler la gestion du gouvernement, sanctionner aussi les ministres qui gèrent mal, la mauvaise gouvernance. C'est pour cela qu'ils sont élus. Mais pour arriver à leur donner cette chance, il faut voter le parti pour en avoir nombreux au sein de l'hémicycle. Les partis et non les individus. Eh bon, celle face au miroir, notre dernière rubrique, Ambroise Mamba, comment entrevoyez-vous l'avenir du pays à l'issue de ces élections? Et ça sera tout de suite dans notre rubrique Seul face au miroir. Tout de suite. Comment j'entrevois l'avenir de la RDC après les élections? Il me paraît glorieux. Glorieux pourquoi? Parce qu'il y aura au moins un autre président de la République, qui est celui qui a fait 10 ans, Joseph Kabila. La deuxième chose, c'est que je suis tenté par le pessimisme par rapport à la période post-électorale, étant donné que les discours de la coalition Lamuka est en train de planter les décors de la contestation. Peut-être la contestation qui pourrait déboucher sur des violences qui pourraient conduire le pays vers le chaos. Voilà pourquoi je voudrais que tous les acteurs mettent leurs efforts au service de la nation pour qu'il y ait la paix à l'issue des élections. Ça va profiter au pays, ça va profiter à la nation. Les investisseurs viendront, mais s'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas d'investisseurs. Nous avons intérêt, non, c'est-à-dire que les Congolais, les candidats aux élections ont intérêt à revoir leurs calculs dans l'intérêt de ce pays pour que la période post-électorale soit apaisée dans l'intérêt du développement du pays. De retour sur ce plateau, Ambroise Mamba, vous êtes journaliste, je l'ai su aussi. Alors, pendant cette période électorale, est-ce que le journaliste est libre de s'exprimer? Est-ce qu'il y a inquiétude? Bon, je pense que les choses ont un peu évolué avec l'avènement des médias en ligne. Aujourd'hui, il y a des informations. Notre métier est en danger d'ailleurs. Il y a même des gens qui ne sont pas journalistes, mais qui le font, qui informent. Qui informent sans avoir traité l'information. Il y a quand même des gens qui s'expriment. Informe tout le monde. Il y a des gens quand même qui s'expriment. Il y a même des fake news. Mais il y a aussi des arrestations quand même, hein? Des arrestations arbitraires. Bon, je ne voudrais pas utiliser le terme arbitraire parce que je ne pénètre pas tellement des dossiers. Nous sommes journalistes. Vous savez avons notre confrère Tiani, Peter Tiani, qui a été arrêté. Nous solidarisons parce qu'il est notre confrère, déjà en prison pendant plusieurs jours. Il y a des activistes de droits de l'homme. Il y aurait même son grand frère qui est mort parce qu'il aurait appris l'arrestation de Peter Tiani. Et, bon, dans des cœurs avec la famille. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Je pense que il n'y a qu'un procès équitable qui pourrait révéler la vérité. Est-ce que c'est ça qui fait son travail? Est-ce que Jet fait son travail pendant cette période? Bon, vous savez, en tant que journaliste, personnellement, quand j'écris, moi j'écris des informations. Il m'arrive d'écrire aussi des choses, mais comment je fais? Je fais un effort pour respecter notre code déontologique. La déontologie. C'est pour éviter que un politicien, quelqu'un qui aurait de mauvaises intentions tombe sur moi. Mais il y a aussi des dérapages chez nous aussi. Nous solidarisons bien sûr, mais il faut reconnaître que nous dérapons aussi parfois. Mais est-ce qu'il faut rejeter notre confrère qui est en prison pour ça? Non. Il faut peut-être le soutenir pour demander qu'il y ait un procès, qu'il puisse être libéré, même provisoirement, pour qu'on suive. On amène même le cas au niveau du tribunal des pairs, au niveau du LNPC, pour que l'affaire soit tranchée. Mais par rapport à ça, il y a quand même, comment dirais-je, il y a des politiques par rapport à l'accord de Saint-Sylvestre qui n'a pas été respecté apparemment. Et il y a nos politiques qui sont arrêtées. La décrispation. La décrispation, oui, c'est qui n'a pas été fait. Ben voilà, est-ce qu'on va aller dans ces... C'est dommage. Oui. C'est dommage. Pourtant, ça a été consigné dans un accord. C'est dommage qu'il n'a pas été respecté.
Je pense qu'il y a de part et d'autre des raisons qui sont données. Il y a quand même des gens qui ont été libérés. J'ai vu Moïse Monidel être libéré. Il y a eu Wick Moulongo, le directeur de cabinet de Moïse Katumbi qui a été libéré. Bon, il y a d'autres, on parle des emblématiques, qui n'ont pas été libérés. C'est dommage, malheureusement, s'il fallait qu'ils soient libérés et qu'ils n'ont pas été, c'est dommage. Alors rapidement, il y a le 1er décembre, le monde a célébré la journée mondiale contre la lutte contre le VIH, SIDA. Je connais mon statut. Est-ce que vous connaissez votre statut? Est-ce qu'il y a eu des avancées par rapport à ça? La médecine a évolué. Ambroise, nous allons un peu parler parce que c'est quand même une épidémie qui bat son plein. Ah oui, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement, les sida ne tuent plus. Mais cela n'encourage pas à une vie désordonnée. Il faut toujours avoir une vie modérée par rapport à la sexualité, par exemple. Et c'est à cela qu'il faut connaître son statut. Lorsque vous connaissez votre statut, malheureusement, le mien, je le connais, je suis séronégatif. Oui. Ah ouais, c'est une bonne chose. Béni, toujours endeuillé. Il y a toujours des guerres par-ci par-là. Je ne sais pas si nos futurs présidents, députés finiront par mettre fin à cette situation qui perdure quand même. C'est un défi. Un défi même pour celui qui commence sa campagne par là. Il faut qu'on y mette fin. Il faut qu'on y mette fin. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Mais je rappelle que j'ai recevé pour vous Ambroise Mamba, journaliste à Congo Web Télévision et analyste aussi, qui est venu répondre à quelques questions d'actualité. Merci beaucoup Ambroise d'être venu. Merci. Au revoir et à très bientôt.